Bienvenue, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau et dernier numéro de ce soir avec vous. Et pour cela, on a voulu le meilleur. C'est pour ça qu'on appelle ça un best-of, avec des extraits de débat, ceux que vous avez aimés, ceux que vous n'auriez jamais dû manquer. Et puis des invités à qui on a demandé de revenir pour prendre de leurs nouvelles. Vincent, bonsoir. Salut Emmanuel. Ce soir avec vous, c'est aussi de la musique. Oui, c'est vrai. Puis c'est du beau monde qui est passé sur la scène du VIP. Des petits jeunes qui montent, des futurs stars, des valeurs sûres qui assurent, et dans tous les styles, de la pop, du rock, du hip-hop, de la chanson française et des musiques du monde. On a tout eu ici, au cœur de la base sous-marine de Saint-Nazaire. On a passé l'essentiel de la saison. À l'autre extrémité, au VIP, ici, on est ce soir à Escale Atlantique. C'est le musée des paquebots. Une référence. L'histoire des plus grands transatlantiques est racontée ici sur 3500 mètres carrés. Et ça se visite toute l'année. Avec quoi commence-t-on, mon cher Vincent? Les parrains de l'émission, Archimède. Eh bien, je prends. Les lapins, je les compte plus tellement j'en prends. Elle m'en pose autant que je prends des gants. Toutes ces vestes à mon actif, ça confine au dressing tellement je prends. Moult râteaux et coups de massue plein les dents. Les lapins, je les compte plus tellement j'en prends. Autant que je prends des gants. Toutes ces vestes à mon actif, ça confine au dressing tellement je prends. Salut les gars, alors on voyage en première classe? Ouais, comment donc? Bon, Salut Vincent. ça va bien? Ça Fred, va, Nico, très bien. Ça va. Ça roule bien pour vous depuis qu'on a vu Je Prends, vous êtes vraiment sur
toutes les radios avec ce titre. Vous nous avez fait l'honneur de le jouer pour nous. Vous êtes en pleine tournée en ce moment en plus. Hein. Ouais. Vous voyez pas beaucoup Laval, votre ville natale, non, je crois? Non, pas beaucoup, non. En ce On n'a moment, pas trop le temps. On y habite toujours, mais effectivement, mais bon, tant mieux. Hein, quand on est voit la artiste France, et c'est bien. saltimbanque, ce qui est bien, c'est de se promener partout. Et là, on sillonne la France entière. On a plein de festivals, une quinzaine cet été. Voilà. Et vous avez aussi joué en première partie d'un des artistes les plus populaires en ce moment, d'un artiste français que vous connaissez bien, qui s'appelle Benabar, pour une quinzaine de dates, je crois, c'est ça? Ouais, 15 dates. Ouais. Comment ça s'est passé? Bien? C'était magique. Formidable. C'est... Pas star, le Benabar? Non, ça va. Vous l'avez non, vu? non, pas du absolument tout. pas. Non. Bien au Il est contraire. vraiment dans le côté saltimbanque, lui. Il voyage avec ses musiciens en bus. Enfin voilà, il a un esprit. D'ailleurs, on a fait un petit concert au musée des Arts Forains avec lui parce qu'il aime bien justement tout ce côté. On démonte le chapiteau, on repart le lendemain. Enfin, le côté voyage de la tournée. Et c'est ce qu'on vit aussi nous et qu'on adore. Donc c'était en osmose. Comme un autre artiste, hein, vous avez fait sa première partie avant Benabar, c'est Hubert Félix-Thieffen. Tiens, Hubert Félix-Thieffen qui a vraiment été couronné par les victoires de la musique. Alors bon, on va y revenir quand même parce qu'on a tous croisé les doigts depuis. Et puis, vous étiez vous aussi nominé aux victoires de la musique. Patatras, c'est pas vous qui l'avez, c'est Isia. Avec le recul, est-ce que vous êtes amer, déçu? Non, on n'est pas amer, on était est très- surtout ravis d'avoir été nommé et une deuxième fois en plus, 2 albums de nomination, c'était plutôt bienveillant à notre égard, donc Et on était encourageant, ravis. ouais. Et puis ne pas l'avoir, c'est pas très important. Et du coup, Hubert Félix-Thieffen nous a vengé ce soir-là, parce que je crois qu'il en a glané 2 ou voire 3. Exactement. Et puis Deux. lui, Hubert Félix, il a attendu 40 ans quand même. 40 ans. avant- Ouais, Donc, ouais. non seulement on a le temps, mais en plus, voilà, on était vraiment ravis pour lui. Pour lui, ouais, C'était très tellement content pour mérité. lui. Quoi. Dites-moi les gars, votre actualité, c'est aussi la ressortie de Archimède Trafalgar, votre album avec plusieurs titres inédits. Vous composez quand même en tournée. Et ouais, Oui, exactement, on n'arrête jamais, ouais. nous. On On- compose pour nous, on compose pour d'autres. On est tout le temps une guitare. On est dans une gymnastique nous, tout le temps de voilà, création. de En fait. création, On ne fait pas de ce qu'on appelle de résidence ou de séminaire de création. On est tout le temps, on écrit, on compose pendant qu'on voyage. Et dernière chose, une date pour vous voir cet été dans la région. On Eh peut- ben, c'est même tout 2, prêt. le 21 juillet au Festival du Voide, Oui. dans le 49, et Poupée le 27 juillet. 27 juillet à Poupée. Ouais. Voilà. Eh bien, merci les gars. Merci. Merci à vous. Merci. Allez. Bonne beaucoup. soirée. Ciao. À la Merci. prochaine, Fred. Et te perds pas, hein, parce Ouais, que c'est grand. on se retrouve sur la route. Ça Au revoir. roule. À bientôt. Ciao. Nous avions parlé de l'équité au sein du couple et de la famille. L'équité ou le quitter, se demandent certaines dames. Est-ce forcément madame qui doit s'occuper des courses, des enfants, du ménage? Non, disait Denis Mollet, un expert au foyer. Et puis on a aussi parlé d'homoparentalité. Beaucoup d'enfants en France et dans notre région vivent avec 2 papas ou 2 mamans. Et on a forcément parlé du mariage homosexuel. La différence, elle se fait juste effectivement aux yeux des autres, mais nous, on élève nos enfants de la même façon que les couples hétérosexuels, et on a à peu près les mêmes comptes rendus le lundi matin quand on est au travail avec nos collègues, c'est-à-dire qu'on a les mêmes soucis, la même vie en fait. Voilà, on ne se revendique pas d'avoir une vie différente ou meilleure, on a la même vie. Voilà. Un enfant, quand il pose une question et qu'on lui répond clairement sans détourner la vérité, il prend la chose comme elle vient, c'est-à-dire pour lui, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Nos enfants le vivent bien et l'entourage également, que ce soit au niveau à l'école, au niveau extrascolaire, etc., la famille, enfin voilà, tout ça se passe bien. Ouais. Je fais la différence entre élever des enfants et être parent. Voilà, être parent. Alors expliquez-nous ça. Parent, pour moi, ça vient étymologiquement, c'est engendrer. Donc je fais la différence entre engendrer et élever. Voilà. J'introduirais une nuance donc, par rapport aux besoins de l'enfant pour se développer. C'est vrai qu'il a besoin de pouvoir se différencier. C'est plus facile pour lui de se construire s'il a des images très différenciées que s'il a des images trop semblables. Donc ça veut dire que c'est plus complexe pour un enfant de couple homosexuel? Alors, de mon point de vue, et il y a beaucoup de facteurs de complexité pour que les enfants grandissent de manière harmonieuse, mais c'est un facteur de complexité parmi d'autres. Et quand un enfant est confronté à des facteurs de complexité, c'est vrai qu'il a un travail supplémentaire à faire pour se construire par rapport aux autres. C'est pas pour ça que c'est impossible. Nous, c'est vrai que ça nous amuse de voir que c'est plutôt les autres enfants qui rêvent d'intégrer notre famille. Donc c'est plutôt rigolo, les petits voisins ou des petits enfants à l'école qui disent « Et pourquoi moi j'ai pas de maman ?» Effectivement, élever ses enfants, c'est aussi une qualité de vie. C'est-à-dire que ça nous a permis d'avoir des enfants assez cool au début. Effectivement, de pouvoir les week-ends être beaucoup plus cool aussi, vu le rythme de la semaine. Mais si madame les avait élevés, ils auraient été aussi cool. Oui, mais elle, ce n'était pas son choix. Elle aimait travailler en fin de compte. Et vous préfériez les goûter, les sorties de Oui, classe? exactement. Ce qui est nouveau, c'est que ça puisse aussi être imaginé dans les couples.
Mais c'est principalement parce que c'est les femmes qui ne veulent pas arrêter de travailler. Je crois que la remarque tout à l'heure était intéressante. Les hommes ont plus de facilité pour faire ce choix parce que les femmes ne veulent pas arrêter de travailler. Donc finalement, elles ne revendiquent pas le fait de rester à la maison. On peut avoir un choix autre. C'est ça qui est nouveau. Mais ce qu'il faut quand même dire, c'est nouveau en France. Dans les pays scandinaves, c'est des choses qui se pratiquent depuis... en tous les cas, les hommes étaient souvent au foyer quand même déjà. Ça fait bien 20 ans. Il y a des aides sociales aussi en Scandinavie. On aide ensuite plus facilement au retour à l'emploi. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut aussi voir cela dans un contexte de politique de la famille et puis aussi de service pour l'éducation des enfants. Vous avez eu du mal à retrouver, parce que là, vous avez fait ça pendant 10 ans, maintenant les enfants sont plus grands, donc ils n'ont plus besoin de papa pour venir les chercher à l'école, pour retrouver du travail ensuite. Oui. Vous êtes infographiste, hein? Oui. C'est vrai que ça peut être évident. C'est vrai que là, à cette période-là, en fin de compte, ça a été beaucoup de démarches et puis surtout toute une période de justification, puisque beaucoup de chefs d'entreprise ne comprenaient pas pourquoi un père, enfin un homme en tout cas, s'arrêtait de travailler pour s'occuper de ses enfants. Ça a été clair. Hein. Donc, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a des femmes qui m'ont fait la remarque, qui ne comprenaient pas pourquoi un homme s'occupait de ses enfants. Bonsoir Marie-Arnaud. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ici à Saint-Nazaire, Saint-Nazaire que vous connaissez puisque c'est votre ville. Dans ce débat, il y avait Denis Mollet, le papa homme au foyer, Madame Mespoulet, sociologue qui observe un petit peu l'organisation des couples, et vous et votre organisation un petit peu particulière puisque c'est monsieur qui garde la petite Romy. Expliquez-nous un petit peu ça, c'est lui qui fait tout. Alors, c'est lui qui fait la plus grosse partie, puisqu'effectivement, on a pris la décision de me laisser travailler et m'engager en fait, dans ma vie professionnelle. Et puis, du coup, de par l'arrivée de notre fille, Philippe a pu organiser en fait, son activité professionnelle pour gérer la plus grosse partie, donc toute la partie logistique, l'emmener à l'école, aller la chercher, s'en occuper. Voilà. Alors, je me souviens que vous disiez être consciente que vous manquez quelques moments de sa vie, le goûter, mais il y a quand même des moments clés que vous tenez absolument à faire vous-même. Tout à fait. Alors effectivement, je m'arrange pour rentrer suffisamment tôt le soir pour pouvoir au moins faire partie du coucher et pouvoir lui raconter des histoires et profiter un peu d'elle effectivement avant de... Et récemment, vous avez pris quelques jours de vacances avec elle? Tout à fait, oui. Donc j'ai pu profiter d'une semaine de vacances avec ma fille et puis j'ai eu le droit à me faire appeler papa pendant une semaine. D'accord, ça fait plaisir ça. Oui, c'est pas mal, c'est sympa. Et là, vous vous êtes pas dit, il faudra peut-être quand même qu'on revoie notre organisation? Eh bien non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'effectivement, c'était une semaine de plaisir, mais pour autant, la partie active de mon métier m'est nécessaire au quotidien. Donc j'étais aussi tout de même contente de reprendre le travail. Chose étrange, je me souviens aussi, vous disiez, dans notre entourage, il y a beaucoup de couples qui s'organisent un petit peu comme nous. Ça veut dire que, en fait, ça y est, maintenant, une femme moderne, elle travaille et c'est monsieur qui est à la maison. Oui, alors après, je ne sais pas si ça se passe exactement comme ça, mais pour autant, effectivement, il y a de plus en plus de pères qui gèrent les enfants. Et les tâches ménagères. Exactement, oui. Bon. C'est très répandu en Scandinavie. Vous regrettez que ce ne soit pas plus le cas en France? Moi, c'est mon cas, donc... ça vous contente? Ouais, ça va très bien. Très bien. Les amis réagissent comment? Écoutez, je pense qu'ils sont plus... Ils apprécient l'osmose de notre organisation, quoi. Ça se passe bien, donc vous en profitez. Exactement. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Arnaud, d'être venue ce soir nous donner de vos nouvelles. Et je rappelle, pour information, que chaque jour, en moyenne, en France, les femmes consacrent 3h30 de leur temps aux tâches ménagères et les hommes, 2. Quand ils ont joué pour nous, ils revenaient de Turquie et de Tunisie. Et depuis l'enregistrement de leur titre, ils sont partis aux antipodes en Nouvelle-Zélande et en Australie. Autant vous dire que les Angevins de Lojo sont chez eux sur les 5 continents et particulièrement ici au VIP où ils ont joué à de nombreuses reprises. C'est d'ailleurs ici qu'ils ont choisi de préparer leur 13e album Cinéma El Mundo qui sortira au mois de septembre prochain. Les Lojo nous avaient fait la gentillesse et le cadeau d'interpréter 3 titres inédits avec, comme d'habitude, des titres très poétiques. Écoutez le reggae de la Marseillaise en créole. Tani salinito de casa de la Sancricia San Angelin. Ya sabaro fa la ninja wesinaninte. L'Occident malfamé a ses maquis pour des chansons lointaines. J'aime la rue des corps étranges, le temps des retrouvailles. À l'heure du défilé, j'aime désobéir, prier
avec une fille de la balle, au corps saupoudré d'or pâle. Nous sommes mêlés d'archanges, pistils d'un cosmos, semence d'un cheval cambré, les yeux qui s'émerveillent. Je n'aime pas les bengales des fêtes nationales, je préfère cette silhouette blanche sur une toile de Chagall. Le temps qui passe sans rien dire. Collectionner les abraxas, le baron samedi du carnaval. National Identity. La Marseillaise en créole. Malfamé à ses maquis pour des chansons lointaines. J'aime la rue des corps étranges, le temps des retrouvailles. À l'heure du défilé, j'aime désobéir. Un négro rabotant sans savoir. National Identity. Un mercredi banal, le temps qui passe sans rien dire. Sans cri, sans quémant. D'écriture de savoir, las malam dreadlocks dans une passe d'Occitanie. National Identity. La Marseillaise en créole. « 65 000, c'est le nombre d'associations dans la région des Pays de la Loire. 520 000 bénévoles, c'est vraiment tout un pan de la vie sociale qui s'organise grâce à ces associations. On en avait parlé. Et puis on a aussi parlé de l'engagement politique. On est en pleine période électorale, on sort de la présidentielle, on entre dans celle des législatives. Et on avait rencontré Maude et Romain, deux jeunes militants politiques qui n'avaient jusqu'alors jamais voté à une présidentielle. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de militer dans un parti politique? Alors moi, ça a été par plusieurs étapes. Le CPE en 2006 m'a beaucoup marqué. J'ai été très actif dans le mouvement, mais en dehors de toute structure, en tant que simple lycéen.
Et j'ai eu envie, après, de m'engager. J'ai milité au sein du Conseil régional des jeunes pour essayer de voir un peu ce que c'était la politique sans les partis politiques. J'ai remarqué que c'était quelque chose de très intéressant, mais finalement qu'on n'allait pas au bout des choses, parce qu'on ne pouvait pas, on n'était pas dans les lieux de décision, finalement. Et moi, c'est ça, c'était vraiment agir au plus proche du pouvoir pour pouvoir changer ce pouvoir. Non, oui, bien entendu, changer le pouvoir, mais aussi essayer d'imposer ses propres idées ou ses propres idées et les développer au fil des années. Ils en pensent quoi, vos amis, quand vous parlez de ça avec eux? Parce que vous êtes à l'âge où on fait des études, on se projette dans la vie professionnelle, dans une vie familiale, et vous, pof, la politique. Ils en pensent quoi? Ils regardent ça comment? Bah, moi, la première réaction, c'est la surprise. Puis après, j'explique pourquoi je fais ça. Puis je pense que j'attire même certains amis dans la politique. On discute des faits d'actualité. Et vous les attirez vers vos idées? Non, vers la politique en général, pas forcément mes idées. Mais comme ça permet de développer un espace de discussion qui est hyper intéressant et hyper enrichissant aussi. Ils trouveront, l'un comme l'autre, on les a entendus un peu déjà, des chemins professionnels où ils cultiveront aussi cette démarche de militance politique, pas politicienne, politique. Aller voir des gens qui sont dans une autre condition sociale, c'est pas toujours facile. Non, c'est pas facile. Donc, on essaye, nous, bénévoles qu'il y a dans la structure, les anciens, essaye de les orienter, de les conseiller. Et là, on a mis en place un rôle de parrainage. Un ancien bénévole parraine un nouveau bénévole pour lui expliquer le fonctionnement de la structure. Et là, ça aide beaucoup le nouveau bénévole qui rentre dans notre association. Ouais. Vous avez du mal à trouver des bénévoles ou pas? Non, nous actuellement on arrive à trouver du bénévole parce qu'on a donc aussi le partenariat avec France Bénévolat et puis on a créé notre site internet donc là qui se développe beaucoup et qu'on a beaucoup d'appels. Autrefois les gens s'engageaient, les gens avaient plus de paroles, comment vous appréciez ça? Je sais pas, les gens étaient plus fidèles dans ce qu'ils faisaient, peut-être plus attentifs à ce qu'ils faisaient, moins dans une société éphémère, volatile comme on est aujourd'hui, sans doute ça, je sais pas. C'est qu'ils s'engagent pour moins longtemps, ils s'engagent peut-être pas pour l'année mais pour la saison touristique. Non, ça n'a rien à voir. C'est plus le ponctuel qui va poser problème parfois. C'est-à-dire en fait, on va avoir, comme je vous le dis, un bénévole qui va me dire au dernier moment, parce qu'il a décidé de ceci. Enfin, on peut comprendre s'il y a un décès dans la famille, s'il y a bref, des problèmes de maladie, ça on peut comprendre. Mais c'est pour des raisons futiles. Actuellement, on reçoit 15 à 12 bénévoles tous les 15 jours. Ils sont reçus par des bénévoles eux-mêmes qui leur expliquent le fonctionnement du secours populaire. On leur remet une fiche d'inscription et ils partent avec ça chez eux et après ils nous rappellent en disant ok, on est d'accord, on voudrait prendre rendez-vous avec vous pour vous dire dans quel domaine on voudrait être bien. Donc il y a du monde. Nous on a de la demande. Bonsoir Michel Rolando. Bonsoir Emmanuel. Merci de nous avoir rejoints pour cet ultime numéro de la saison. C'est gentil en tout cas. Est-ce que votre passage dans l'émission a changé quelque chose? Est-ce que des bénévoles ou des gens qui avaient envie de donner du temps aux autres sont venus vous voir en disant « Ah, moi je vous ai vu, j'ai envie de participer ». Peut-être pas avec ce même enthousiasme, mais effectivement c'est toujours intéressant qu'on mette le bénévolat à l'honneur à la télévision. Et ça a eu comme effet, puisqu'effectivement il y a quelqu'un qui est venu à France Bénévolat au 21 allée Baco à notre permanence. Ah non, donc on a au moins servi à ça quoi. Et il ne savait pas qu'on existait, il nous a connus. Bon. Merci à vous. On avait parlé de l'intérêt au désintéressement, vous n'y croyez toujours pas vous? Non, c'est-à-dire que c'est pas que je n'y crois pas du tout. Ce que je pense, c'est que ce n'est pas un acte sans réciprocité. Il y a toujours des contreparties. Et je crois que les meilleures des contreparties, c'est effectivement de rechercher, je crois, comme j'ai pu le dire à l'émission, se faire plaisir. Et en même temps, y trouver aussi des éléments d'intérêt pour soi, pour les autres et pour la cité. Et aussi dans le pour soi, peut-être acquérir une expérience professionnelle, une compétence, etc. Il y a toujours une contrepartie. C'est jamais complètement gratuit. J'aimerais que vous nous expliciez aussi quelque chose que vous aviez un petit peu survolé, le fait qu'une association doive en fait s'organiser autour des bénévoles. Je crois que c'est une particularité du monde associatif par rapport à d'autres organismes, même si cette tendance peut exister un peu partout, mais là encore plus fortement, puisque comme vous le savez, le bénévole, il est complètement libre de rester ou de partir. Donc quelque part, ça veut dire que quelqu'un qui arrive dans une association en disant « moi je veux donner du temps, j'ai plein d'entrain, j'ai plein de compétences », vous allez tous vous adapter à moi parce que je suis le nouvel arrivant. Ce n'est pas aussi radical, mais c'est un slogan qui signifie
que l'association doit effectivement adapter son organisation en tenant compte du souhait, de la disponibilité et de la compétence du bénévole. Je pense que c'est un élément fondamental, et ce qui implique en termes d'organisation, souvent de penser en termes de micro-activités, de micro-projets, parce qu'un bénévole il peut donner 1 heure comme il peut donner 35 heures. Donc il faut aussi s'adapter à ces contextes-là. Sinon ça ne marche pas. Vous parlez de 35 heures et ça rappelle le temps de travail. Le statut du bénévole, vous n'en voulez toujours pas? Non, je pense que c'est un faux problème, le statut du bénévole. La vraie question aujourd'hui, c'est la place de la vie associative comme étant complètement reconnue comme partie intégrante et prenante au même titre que le secteur lucratif, que le secteur public. Ça, c'est la vraie question. La place et le rôle du secteur associatif. Et dans ce cadre-là, le bénévole, il retrouvera tout à fait tout son compte. Le bénévolat a encore de l'avenir? Bien sûr, le bénévolat a de l'avenir. Même avec peu d'argent? C'est justement le paradoxe, je crois, de la situation aujourd'hui de la vie associative. Je crois qu'en même temps, comme vous le dites, il est, du fait peut-être aussi des effets de la crise, il est de plus en plus sollicité pour répondre à des situations d'urgence, situations de plus en plus difficiles, notamment en ce qui concerne les associations du secteur social. Et en même temps, les fonds se raréfient pour diverses raisons. Donc on est condamné, et je crois qu'on y réussit, à faire plus avec moins de moyens. C'est un des défis et des enjeux de la vie associative que de pérenniser ces projets alors qu'ils sont eux-mêmes mis en danger par justement des subventions qui se raréfient. Très bien, on est complet. Merci beaucoup Michel Rolando. Merci à vous. À très bientôt. En avant toute pour le rock'n'roll, si je vous dis Daniela ou encore le plastique, c'est fantastique. Et bien sûr, vous me répondez Elmer Footbeat, des disques d'or en pagaille, des tubes aigrillards et des concerts d'anthologie. Oui, mais ça, c'était dans les années 90. Et bien en 2012, les Nantais ont toujours la forme, on a pu le vérifier, sur la scène du VIP avec notamment leur chanteur Manu qui saute partout, toujours en blanc et toujours aussi déconnant. Les Elmer Footbeat sont de retour sur la route et dans les bacs avec cette compilation. Merci les filles de leur plus grand tube. Ils nous ont interprété, souvenez-vous, 3 titres et puis une reprise, un cadeau fantastique, une reprise acoustique qui sera présente sur leur album à venir l'an prochain. Une reprise bien sûr à la sauce Elmer. Désolé, on ne les censure pas, on ne peut pas les refaire. Le titre, Quand j'ai vu ses fesses. On me l'avait dit, on m'avait prévenu. Un jour les filles ne t'énerveront plus. J'en ai bien trop fait, elles en ont trop pris. Je n'avais plus de goût pour la vie. Et quand j'ai vu ses fesses, je suis devenu croyant. Tous mes vieux réflexes, tout marche comme avant. De mon amour, je suis incroyant quand je suis dedans, quand c'est moi. Je n'en pouvais plus, j'en avais plein les bottes. Jamais plus jamais la fête dans ma culotte. J'en ai bientôt fait, j'en avais trop dit. Oh, je n'avais plus aucune envie. Mais quand j'ai vu ses fesses, je suis devenu croyant. Tous mes vieux réflexes, tout marche comme avant. Mon amour, je suis incroyant quand je suis dedans, quand c'est loin. J'en ai bien trop fait, elles en ont trop pris. Je n'avais plus de goût pour la vie. Et quand j'ai vu ses fesses, je suis devenu croyant. Tous mes vieux réflexes, tout marche comme avant. Mon amour, je suis incroyant quand je suis dedans, quand c'est moi. Quand j'ai vu ses fesses, oui, quand j'ai vu ses fesses, oui, quand j'ai vu ses fesses, oui, quand j'ai vu ses fesses.
Être enseignant, est-ce pratiquer aujourd'hui le plus beau métier du monde? Tout le monde n'est pas d'accord sur ce point-là. On avait rencontré un enseignant qui venait de quitter justement ce sacerdoce, et puis une enseignante qui, elle, y trouve tout son épanouissement. Et puis on a aussi parlé des réseaux sociaux. On ne va pas citer de marque, mais on les connaît tous sur nos smartphones, dans nos ordinateurs. Ils régissent toute la vie moderne. On est tous des personnes privées, avec une vie plus ou moins publique, et là, on va dire des choses sur sa vie privée au public. Ce ne sont plus que seulement les VIP qui ont à gérer cette image publique. Il y a aussi cette mise en visibilité via ces réseaux sociaux par un peu le tout à chacun, les jeunes, les enfants, des professionnels, etc., les entreprises. Et là, on est vraiment dans une phase d'apprentissage de cette mise en visibilité publique de soi. Au départ, les réseaux sociaux étaient spécialisés. Vous aviez des réseaux qui étaient là pour raconter sa vie, d'autres qui étaient des réseaux professionnels, d'autres encore qui étaient des réseaux éventuellement internes à l'entreprise. Aujourd'hui, tout ça, c'est en train de se mélanger et ça devient de plus en plus compliqué de faire la séparation entre ce qu'on veut dire qu'on réserve au privé. Et dans le privé, il faut séparer famille et amis. En fait, justement, la lettre ou le message qu'on envoie à un petit comité, la difficulté avec ces réseaux sociaux, c'est qu'on ne sait pas, on ne connaît pas bien les frontières de ce petit comité. On croit s'adresser à des amis, et voilà, en fait, on s'adresse peut-être au monde entier. Voilà, c'est comme si on serait entre amis dans une pièce à discuter, etc. Mais en fait, les fenêtres sont ouvertes et il y a des gens qui passent. Le mail, c'est-à-dire le message que j'envoie moi à vous, rien ne vous empêche à vous de le transférer à tout votre carnet d'adresses. Ouais. Donc le message numérique, de toute façon par nature, il peut devenir de manière exponentielle diffusé. Et on connaît tous l'exemple de ces messages qui sont adressés à une ou deux personnes et qui finalement vous reviennent au bout de quelques jours par le carnet d'adresses des amis d'amis. Moi je suis épatée quand j'ai des élèves qui viennent la figure émerveillée en me disant ben voilà, j'ai réussi le contrôle enfin, ou qui ont une petite étincelle dans l'œil en me disant ben voilà, j'ai enfin compris cette notion qui pour moi était incompréhensible. Enfin, c'est quelque chose de formidable. Là, c'est une victoire. Oui, c'est une victoire, une grande victoire. Globalement, les jeunes qui rentrent en formation sont passionnés par le métier. Je crois qu'ils ont en eux cette vocation de transmettre, cette foi de la transmission des connaissances, et c'est ce qui les a attirés en premier dans ce métier-là. Mais c'est paradoxal, ils ont à la fois cette envie de dire c'est un métier et pour la plupart auquel ils prétendent depuis de longues années. Puis d'un autre côté, ils sont très lucides sur les difficultés qu'ils risquent de rencontrer dans l'exercice de ce métier. Les jeunes enseignants doivent être protégés. On ne peut pas raisonnablement confier des classes de ZEP à des enseignants qui ne sont pas aguerris. On est aidés, on est appuyés, on se retrouve régulièrement pour parler, pour préparer des séquences même de travail. Donc c'est vrai que moi, au sein du lycée et au sein de l'équipe pédagogique d'espagnol, je me sens pas isolée du tout. On va faire un séjour linguistique et culturel sous peu. On a lancé un blog. On a fait un journal télé avec les élèves. Enfin, on a une telle multitude. On peut faire passer l'apprentissage. Si vous voulez, ça va au-delà de la classe de langue. Et je trouve ça formidable. Thierry Gros-Lavonne, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Vous, on vous a vu dans ce débat, on ne vous a pas entendu. On va vous entendre maintenant. Vous êtes un enseignant démissionnaire. Pourquoi avez-vous quitté l'enseignement ? Parce que j'ai exercé un peu mon droit de retrait d'une institution qui fait souffrir à la fois ceux qui y travaillent et ceux qui sont là pour s'élever dans la société. Donc les élèves et les enseignants. Il n'y a pas de bonheur possible à l'école ? Il faudrait. Mais en tout cas, vous ne l'avez pas vécu comme ça ? Voilà. Ouais. Donc, moi, ça vous rendait malheureux au point de quoi ? Au point de mettre en danger votre santé ? Oui, oui, oui. Mais c'était quoi ? C'était les contraintes ? C'était les pressions qu'on exerçait sur vous ? Le contexte à la fois de l'institution qui demande toujours plus d'évaluation, qui ne reconnaît pas tout le travail qui est porté par les enseignants. Et il y a aussi le contexte politique. Bon. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes trompé de voie, ou alors c'était vraiment ce que vous vouliez faire, et puis le système ne correspondait pas, vous ne pouviez pas entrer dans ce moule ? J'ai choisi d'être en cohérence avec moi-même, donc je préfère quitter un système qui ne me convient pas. Bon. Alors aujourd'hui, vous faites quoi ? Alors aujourd'hui, déjà, je vis simplement, je suis soutenu avec une femme formidable dans cette nouvelle voie, et je suis très actif dans le monde associatif, et j'essaie de développer une activité pour mettre en valeur justement un domaine
qui est peu connu, c'est l'économie sociale et solidaire, avec des valeurs humanistes, de solidarité. Ça existe déjà. Mais vous voulez quoi? Développer un nouveau concept? Vous voulez, Non. C'est-à-dire que les acteurs du monde de l'ESS, les associations, les mutuelles, les coopératives n'ont pas forcément conscience d'appartenir à un même ensemble qui pèse quasiment 10% de l'emploi en France. Et il y a besoin, dans cette période de crise, de montrer qu'il y a d'autres voies que le capitalisme. Bon, donc ça, c'est votre nouvelle voie. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Thierry Bourg-Lavoie, et bonne chance pour la suite de votre parcours professionnel. Merci beaucoup. Vous vous souvenez, dans les années 60, chaque titre était calibré pour retenir immédiatement et rester dans l'oreille, calibré pour faire danser. Les petits jeunes dont on va vous parler maintenant, eh bien, perpétuent cette tradition. Oh, rassurez-vous, ce sont des jeunes d'aujourd'hui et leur son est moderne. Il s'appelle Elephants, un futur poids lourd de la scène pop nantaise. À l'époque, ils nous avaient interprété un inédit d'un album à venir. Eh bien, en ce moment même, ils sont en train d'enregistrer cet album à Paris dans un studio mythique, celui de l'humoriste Coluche. Mais oui, et pour la petite anecdote, eh bien, sachez que Jonathan, l'un des deux chanteurs, a enregistré toutes les parties de basse avec l'instrument de Coluche, humoriste mais également musicien. Place à la musique, leur titre est un tube fait pour faire danser, il s'appelle Stereo. Emotionally steady, hear the bells of all the songs I write aloud. I sing you lonely, dancing on it. You take me through. I get dressed in my coat and got my voice from stereo. Feels you like it's a game. I get dressed in my coat and got my voice from stereo. Like it's a game. When I feel lost, loser in a crowd. When I'm like a boy dancing dance where all the ladies dance around. And then you stand up and shake on the beat. You see, you get cool. I get dressed in my capote and got my voice from stereo. Feels you like it's a game. I get dressed in my capote and got my voice from stereo. Feels you like it's a game. Get the sound up till I care about. Get the sound up till I care about. I get dressed in makeup, floating, got my voice from stereo. Feels you like it's a game. I get dressed in makeup, floating, got my voice from stereo. Feels you like it's a game. I get dressed in makeup, floating, got my voice from stereo. Feels you like it's a game. I get dressed in makeup, floating, got my voice from stereo. Feels you like it's a game. Na 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 na.
dur de se faire un nom dans le monde de la musique, encore plus dur de se faire un prénom. Eh bien, Lise Chéral, la sœur cadette de Jeanne, y est parvenue sans peine grâce à un univers très particulier. La chanteuse et accordéoniste nous a fait découvrir plusieurs titres de son premier album et notamment le titre principal. Il est arrivé quelque chose, un thème universel et à la fois très personnel, une histoire de quotidien qui bascule à la suite d'un accident, un petit bijou d'émotion. C'était la fin d'après-midi, d'un jour où l'on ne pense à rien. Aux heures qui passent et qu'on oublie, le jour fini, on dit c'est bien. Mais ce jour-là, curieusement, je m'en souviendrai toute ma vie. Parfois les mots sont si violents et les douces voix se font si. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Et la vie ce n'est pas si rose. Il est arrivé quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Je décrochais le téléphone pour faire taire cette sonnerie. Et je reconnus la personne qui entre deux sanglots me dit: il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Je dois te le dire mais je n'ose. Il est arrivé quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. D'un coup tout mon corps se raidit comme si je ne comprenais pas bien la nouvelle de l'après-midi. Mes mains se mirent à trembler, je me cognais dans tous les coins. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Je ne comprends pas de quoi tu causes. Il est arrivé quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Pour comprendre ce qu'on me dit, je devais me rendre là-bas. Je foulais le sol du lieu dit quand j'entendis sonner le glas. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Des larmes coulent sur ma prose. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Il est arrivé quelque chose. Des larmes coulent sur ma prose. Il est arrivé quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Quelque chose. Notre société est inégalitaire. Beaucoup de gens vivent en dessous du seuil de pauvreté avec très peu d'euros chaque jour. Et pourtant, ces gens veulent conserver leur dignité. Et puis on a aussi parlé de handicap et de la fameuse loi des 6%. Les entreprises de plus de 20 salariés doivent embaucher 6% de personnes handicapées. On est loin du compte. Pascal Guitonneau, je me tourne d'abord vers vous. Vous êtes kinésithérapeute, vous avez 45 ans, vous êtes malvoyant depuis toujours, quasiment. Est-ce qu'à un moment, ou dès le départ, ça a été un obstacle pour votre formation et ensuite pour exercer votre profession? Alors pour ma formation, disons que c'est un choix de faire masseur kinésithérapeute, donc j'ai bénéficié d'une orientation vers après post-bac, vers une école de kinésithérapie adaptée et même réservée aux malvoyants, non-voyants. Après, pour accéder à l'emploi, donc vous travaillez à l'hôpital de Nantes, c'était difficile ou pas? Est-ce que vous avez été mis en concurrence avec des kinésithérapeutes valides? L'hôpital recherchait des remplaçants. Voilà, donc j'ai été pris comme contractuel, quoi, on va dire. Actuellement, je suis fonctionnaire, mais à l'époque, voilà, comme contractuel pour un contrat de 2 mois pour l'été. Donc vous n'avez pas j'ai pas eu vraiment pour accéder à l'emploi. Voilà. D'accord. Catherine Loget, c'est fréquent les cas comme celui de Pascal ou pas? Ou alors c'est la galère, pour parler clairement, pour accéder à l'emploi quand on a un handicap? Non, je crois qu'il l'a bien dit. C'est effectivement qu'il y a des besoins
Il y a des besoins sur le marché du travail. Donc, quand il y a des besoins sur le marché du travail, il y a besoin d'embauche, que ce soit une personne dite valide ou une personne avec des difficultés ou un handicap. Jean-Pierre ? Oui, alors moi, ce que je voulais dire, c'est que 80% des personnes en situation de handicap n'ont qu'une formation de niveau 5, c'est-à-dire CAP, BEP. On voit bien qu'il n'y a pas forcément... Il faut renforcer la formation. Il faut renforcer la formation avant de parler du problème du travail. Alors, vous parlez d'adapter les études. Vous, Catherine Leget, vous êtes chargée en fait d'aider les entreprises à adapter le poste de travail. Le poste de travail, mais on travaille également sur les formations. Si l'entreprise, elle ne fait pas tout, c'est vous qui pénalisez. Parce qu'il y a deux lois. On parlait de la loi de 87 et il y a la loi de 2005. Oui. Il y a eu deux lois. Une qui concernait le secteur public. En 87, elle ça a veut mis en dire place les 6%. qu'une société de plus de 20 salariés doit avoir 6% de personnes handicapées. Voilà. Bon. Est-ce qu'en Pays de la Loire, majoritairement, c'est respecté ou pas? Le taux d'emploi est d'à peu près 4%. Par contre, en Pays de la Loire, ce qui est plutôt bien, c'est que les entreprises qui mènent aucune action vis-à-vis de l'emploi des personnes handicapées sont au nombre de 400, c'est-à-dire très peu par rapport à ce qui peut se passer dans les autres régions de France. Vous pénalisez les entreprises qui n'ont pas ces 6%. C'est pas nous, c'est la loi. La loi les pénalise, vous récupérez donc une amende. Et avec cette amende, vous aidez les entreprises qui font des efforts. On aide les personnes pour des formations professionnelles, on aide à des aménagements de poste. Depuis quand ça se dégrade, cette situation, en France et dans notre région notamment? Alors, si on regarde les indicateurs de la pauvreté, on estime que la tendance à la baisse qui était enregistrée depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée au début des années 2000 à peu près, avec une recrudescence à partir du milieu des années 2000, donc 2004. Il y a d'abord, moi je dirais, il y a les catégories de ceux que vous avez appelés les travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui travaillent, mais dont les revenus ne permettent pas de faire face aux obligations de la vie. Ce qui était le cas de Marie-Madeleine. Le cas de Madame, le poids du logement dans le budget, voilà, des choses comme ça. Puis là, c'est quand même dommage que la société ne puisse pas s'organiser pour que des gens qui travaillent ne viennent pas frapper à notre porte. Vous avez après une deuxième catégorie, je dirais, des gens dont les événements de la vie sont conjoncturels, mais en tout cas ont dégringolé. Des accidentés de la vie, comme on les appelle. Alors ça peut être un problème lié à la solitude, lié à l'alcool, lié à la drogue, ça peut être des choses comme ça. Des choses comme ça, une solitude aussi et peu de recours autour de soi, un environnement assez pauvre pour vous soutenir. C'est l'effet spirale, l'effet domino, la solitude, la perte des repères, la désocialisation, parfois le refuge dans certaines substances, addictions, etc. Ça peut aller très vite, personne n'est à l'abri. Vous avez parlé de 8 millions de personnes en France qui vivent avec moins de 950 € par 54 € par mois. Voilà, c'est des personnes qui sont à risque. Bonsoir Marie-Madeleine. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoints ici. Vous étiez venu nous voir dans l'émission du mois de janvier pour parler de la pauvreté, parce que, on va le rappeler, vous vivez avec un petit peu plus de 800 € par mois. Comment s'est passé l'hiver? L'hiver s'est passé mieux, puisque je vais du chauffage. Donc déjà, c'est plus agréable. Chauffage qu'on vous avait coupé. Chauffage qu'on m'avait coupé, oui. Ouais. Et là, ça a été remis parce que vous avez pu rembourser vos dettes. Oui, grâce à la presse aussi. Est-ce que votre venue dans l'émission a suscité un élan de sympathie, un élan de générosité de la part de gens que vous croisiez dans votre commune, mais avec lesquels vous n'entreteniez pas de relations particulières? Les gens qui me connaissent me disaient « Bon, on t'a vu passer à la télé, on t'a vu dans les journaux ». J'ai dit « Oui, c'est vrai, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» J'ai dit « On m'avait coupé le gaz, et puis voilà ». Vous avez coupé le gaz, donc vous avez coupé l'eau, vous alliez chercher... C'était avant l'eau, j'allais chercher dans le cimetière. Dans le cimetière, c'était dur ça. Mes voisins ne savaient pas, oui, parce que je me suis fait mal au bras, c'était lourd quand même. Et vos voisins ne le savaient pas? Ils vous voyaient passer chaque jour, mais ils ne savaient pas où vous alliez? Non, mais j'allais avec ma voiture dans le coffre, ils ne savaient pas. Et dans le cimetière, je ne croisais jamais personne. Par pudeur? Non, non, mais j'y allais ou le matin ou quand j'avais besoin d'eau. Non, c'est parce que où est le cimetière, c'est comment dire, c'est un endroit qui est un petit peu en dehors. Donc je ne pouvais pas croiser grand monde. Mais c'est la pudeur qui vous empêchait d'en parler à vos voisins? Non, parce que c'est comme ça. Non, c'est pas une question de pudeur, parce que c'est comme ça, c'est tout. Vous disiez, je me souviens, j'aimerais que les gens soient plus à l'écoute. Oui. Est-ce que c'est le cas depuis? Disons que moi, je ne sors pas trop. Mais bon, les gens que je connaissais bien sont toujours, il n'y a pas de problème, sont toujours sympathiques. Les Restos du Cœur, vous êtes beaucoup, c'est grâce à eux que vous pouvez manger l'hiver. Oui. Comment va se passer l'été maintenant? L'été, j'ai fait des réserves, disons, jusqu'à présent. Et bon, avec ça, on va essayer un petit peu. Vous appréhendez ou pas? Non, on verra. Vos loisirs, parce que vous en avez quand même, ça vous tient à cœur, c'est ça qui vous fait tenir? C'est ça qui me fait tenir, la musique, énormément. Et puis ma passion, l'écriture. C'est
une grande passion, comme la musique. Bon, vous avez le sourire, en tout cas, ça fait plaisir à voir. Merci beaucoup, Marie-Madeleine, d'être venue ce soir nous donner de vos nouvelles. Bonsoir. Et je rappelle qu'en France, 13,5% de la population, c'est-à-dire 8 millions de personnes, vivent avec 954 € par mois ou malheureusement moins. Dans Ce Soir avec vous, on a reçu des grosses cylindrées musicales et puis des artistes qui sont encore en devenir. On va vous en parler tout de suite avec un de nos coups de cœur, un duo hip-hop qui en a sous le capot. Vous ne les connaissez pas encore, mais attention, ils vont faire des dégâts. Ils s'appellent Backpack Jacks, ils sont de Nantes. Ils nous ont interprété un mélange bien à eux de hip-hop, de rap, de jazz et de soul, avec vraiment des voix qui nous ont scotchés. Alors, on va pas se priver de les réécouter. Ils nous interprètent Remember the Future sur la scène du VIP. Wish you could relive how you got here. Remember that day, how it all played out. Choices you made without knowing why. Something stronger than your instincts whispered a message in your mind spin. Could it all be true? Time traveling, figure out a way to place the pieces on a map. And if you really wanna know, then I can show you the way. I'll show you the way. No time for babbling and rambling. Politics are over now, knowledge is for questioning. Most cats don't listen to themselves. Well, if your mind is stepped up to take it off the shelf, indeed. And fate is such a funny way of showing you the future through yesterday. Ha! Dreams are so vivid when you feed them. Let inspiration be, you better learn to read between them. And if you really wanna know, then I can show you the way. Sunset behind these bars, you see the street shine with golden flaws. Something is up for sure. Feel the window change, running out the door. Burning inside my heart, unlike anything ever burned before. Memories are coming forth, breaking out of this skin of flying out far. And after someone's asked, what is happening? I said I have to remember the future. Feel like an old record skipping on its track. Now I gotta move, flip this out and never turn back. Believing in whatever keeps the light shining. Even when it means to find reason in the facts. You can know it's time for what shows in line. What is coming from the hood or where the sun still shines. Strike twice, ice dice to make the prize all mine. Dug my own gold mine to hack the souls in my mind. Yup. They say that all habits, they're here to stay. I'm taking all my chances, man, come with me. I need to know what lies beneath the next day. I'm longing for a sign, so I finally come to find my way. Ooh, it's a new morning. You choose when your restart is what your heart says, where your mind's at. Looking back to make sense of the day. Ooh, it's a new morning. Yeah, you've created what you wanted. New page, new stage, new day. Time's come to fly away. Ooh, yeah. Remember the future. So when you turn out the candle, close your eyes, snap a shot, it's all around you. Imagination breaks the mold, reminiscing on his past few stories told. But when you reconnect the dots, following the trail left, X marks the spot. Ha! Give a little, gain a lot. Humidity's the only way to make it to the top. So when you're ready, just let go. If you remember the way, remember the way. Sunsets behind these bars, see the streets shine with golden flaws. Something is up for sure. Feel the window change, running out the door. Burning inside my heart, unlike anything ever burned before. Memories are coming forth, breaking out of this skin and flying out far. And after someone's asked, what is happening? I said I have to remember the future.
Maoikai, Boogie. Hey, ça va? Ça va bien? Tu vas bien? Ah, allez, on se fait la bise. Bon, vous êtes en tournée partout en ce moment là, hein, après les transmusicales de Rennes, le printemps de Bourges. Ça marche bien pour vous? Ça a l'air de décoller un petit peu, c'est cool, ouais. Bon, nous, on est content de vous avoir invité et puis d'avoir vu votre musique hip-hop, matinée de jazz et de soul. C'est très naturel chez vous puisque vous êtes vraiment cosmopolite, ne serait-ce que dans vos origines américano-cubaines et puis irakiennes pour toi, Boogie. Ça fait naturellement en fait. Oui, c'est complètement quelque chose qu'on ressent, qu'on fait avec le cœur, parce que ça vient vraiment naturellement de qui on est, humainement d'abord. Ouais, on ne cherche pas à mettre d'étiquette ou quoi que ce soit, on fait vraiment ce qui nous parle, comme on l'entend à l'intérieur de nous, et puis après ça... On va continuer notre conversation en marchant naturellement, hein, pour parler de votre musique qui vraiment a fait découvrir le hip-hop, je pense, à beaucoup de nos spectateurs, et puis d'une manière qui est très naturelle pour vous. C'est assez particulier puisque vous êtes habitué aussi au voyage transatlantique. Hein, il y a une carrière qui a démarré aux États-Unis, c'est ça? Oui, complètement. C'est là où on a vraiment testé les premiers morceaux, le premier feeling un peu Backpack Jacks. Et voilà, en fait, on a pas mal bougé entre les États-Unis et la France pendant un moment. On a beaucoup expérimenté sur les deux terrains qui sont très très différents l'un de l'autre, mais aussi complémentaires. Et donc là, depuis un moment, on évolue un petit peu plus sur la France, mais pas que. Du coup, on repart sur les États-Unis à partir de... Fin juillet. Ouais, fin juillet, début août. On part avec tous nos musiciens de Slackers. Parce que du coup, sur le plateau, on était juste avec notre bassiste et notre guitariste. Là, ils sont formule plus complète. Et puis une petite date dans la région aussi pour bientôt? Oui, le 29 juin, on sera à Boufferet pour le festival Urbano, en plein air. Ça va être plutôt sympa, je crois. Ouais, ça va être une belle date. Boogie, Maoikai, merci beaucoup. Et puis on se dit à très bientôt sur la route. Merci à toi. On arrive, Vincent, au terme de cette émission. Derrière nous, un paquebot en construction, ce qui prouve bien qu'on est à Saint-Nazaire, hein, la ville de l'industrie navale. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis cette saison. On va tout faire, on vous le promet, pour revenir la saison prochaine. On croise les doigts. Sans oublier de remercier nos partenaires. Eh bien oui, toutes les équipes techniques du VIP qui nous ont accueillis durant toute cette année. Et puis ici, Escale Atlantique, au cœur de la base sous-marine de Saint-Nazaire. S'il y a des choses qui vous ont plu, des morceaux de musique que vous avez envie de réentendre ou des extraits de débat, allez sur notre site internet, allez sur notre blog. Tout est clair et vous allez pouvoir revivre de bons moments de ce soir avec vous. On se quitte à présent avec... en musique, avec une découverte encore une fois, un artiste nantais qui s'appelle Gwen Delabarre pour un titre intitulé... Il ou elle? Il. Il. C'est vrai qu'il est un peu tactile, voire entreprenant, mais n'y voyez pas un esprit vil quand il parle compliment. C'est un homme intelligent, agile, un garçon charmant qui donnerait tout si son côté servile aurait besoin de changement. Emmène-le dans ton ovni, oh, loin de tous les ragots. Là, il a fait des chiens et des envieux, des esprits malins dans ton ovni, au loin. C'est vrai qu'il est un peu fragile et sensiblement dans un monde penchant hostile, faut des arguments. Tu sais combien il est subtil, du genre doucement. Mais si tu veux du garçon vigile, attends-toi aux aboiements. On cherche tous un côté tranquille, mais jamais au même moment. Tu veux les larmes de reptile, mais l'homme en complément. Mais vas-y, emmène-le dans ton ovni, oh, loin de tous les ragots. Là, il a fait des chiens et des envieux, des esprits malins dans ton ovni, oh, loin. Ma sœur, si je te saoule avec mes rimants, dis-le-moi mes gentiment. Mais c'est que ce garçon est un vrai il est amoureusement
difficile, garde-le précieusement. Toi qui rêves de calme et d'île, il t'y emmènera sûrement. Si l'amour courait dans les rues des villes, on le saurait franchement. Si se donne à toi et en mille, ferme le compartiment et vas-y, emmène-le dans ton omnico. Loin de tous les ragots, là il a fait des chiens, des envieux, des esprits malins. Dans ton ovni au loin.